L'évacuation réussie. Une soixantaine de blessés musulmans libanais sont ce soir à bord du bateau hôpital français. Plusieurs entretiens téléphoniques entre le président Mitterrand et les dirigeants étrangers. Manifestation. Non, un milliardaire à l'ombre, Adnan Khashoggi, l'homme d'affaires saoudien emprisonné en Suisse. Tous les titres sont mélangés, je continue. Manifestation en Corse, ce sont les images que vous voyez. Attention à Bastia, un émissaire du gouvernement doit aller préparer les tables rondes sans reprendre des négociations. Rencontre au sommet en Pologne, Lech Walesa a été reçu par le général Jaruzelski pour la première fois en 8 ans. Un énorme contrat pour les constructeurs d'avions, 308 appareils commandés par une société irlandaise, numéro 1 mondial de la location-vente aérienne. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 jours après l'évacuation de grands blessés chrétiens, la mission humanitaire française au Liban a réussi aujourd'hui à embarquer une soixantaine de blessés musulmans à bord de la Rance. Pourtant, les bombardements chrétiens et musulmans avaient une nouvelle fois accablé Beyrouth la nuit dernière et ce matin encore, chaque camp pilonnant l'autre, perpétuant aux dépens des civils leur guerre aveugle. Bilan, 18 morts, 120 blessés. Le Premier ministre musulman Selim Oz s'est félicité tout à l'heure du succès de l'opération française qui a transité par le port de Saïda au sud du pays. Patricia Coste. Des gestes d'affection, des plaisanteries pour cacher l'anxiété et s'ils allaient mourir loin de chez eux. C'est la question qui les hante, ces blessés musulmans, eux et leurs familles. Combien sont-ils à partir pour la France? On ne le saura pas exactement. Entre 60 et 70 grands blessés ou grands brûlés, qui représentaient une lourde charge pour le personnel surmené de l'hôpital américain de Beyrouth. Protégé par les tireurs d'élite français, Bernard Kouchner, dès ce matin, sent que son forcing va réussir. Effectivement, pas un obus ne tombera sur le parcours que vont emprunter les ambulances. Beyrouth à Saïda, 40 km par la route côtière contrôlée par le druze Walid Jumblat, qui finalement a donné son accord. Puis transfert dans de petites unités vers le navire hôpital français La Rance. L'embarquement va se faire dans une bousculade indescriptible, les familles voulant accompagner les blessés. Les différents services d'ordre sont débordés, les Français comme les miliciens musulmans du dirigeant qui contrôle la ville de Saïda. Les blessés attendent de longues heures sous le soleil, mais il y aura toujours un geste ou une attention pour ceux qui partent au loin. Et peut-être l'impression qu'ils ne sont pas abandonnés de tous. Par ailleurs, 10 tonnes de médicaments acheminés par 3 organisations humanitaires françaises ont pu être débarquées tout à l'heure à Saïda. En revanche, le pétrolier français prévu par la mission humanitaire n'a pas pu approcher des côtes libanaises et la pénurie de fioul et d'électricité à Beyrouth devient tout à fait critique. Sur le plan diplomatique, le président Mitterrand a discuté de la situation au Liban avec plusieurs dirigeants étrangers, notamment l'américain George Bush et Mikhail Gorbatchev. De son côté, l'Union soviétique a lancé un appel au calme aux différentes factions libanaises et la Ligue arabe doit se réunir vendredi à Tunis. Il étalait volontiers ses fastes et ses fêtes sur le papier glacé des magazines. Il était beaucoup plus discret sur sa manière d'accroître sa fabuleuse fortune. Le voici en prison ce soir. Adnan Khashoggi, saoudien, homme d'affaires et financier, a été arrêté ce matin à Berne, en Suisse. Les États-Unis le soupçonnent d'avoir participé, avec l'ancien président philippin Marcos et sa femme, à toutes sortes de transactions pas très orthodoxes. Hervé Brugini, Emmanuel Vanier. Il était paisiblement installé dans sa chambre d'hôtel quand un policier lui a dit « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation, conformément à un mandat d'arrêt international venu des États-Unis. » Alors il s'est retrouvé dans une cellule, une vraie, avec des barreaux et rien sur le mur, et tout cela en Suisse. Un comble, car enfin, le voilà, le cadre de vie habituel de monsieur Adnan Khashoggi, son avion privé avec masseur privé, valet privé et barbier privé. Dans le monde entier, il a ses résidences privées. Ce fils de médecin saoudien est un prince, le prince du Bakshish. Les voitures, le tourisme, le pétrole, les armes, tout est bon pour le business, moyennant commission. Et M. Khashoggi n'ignore pas qu'une belle femme peut parfois faciliter une négociation difficile. Mais depuis 15 ans, la couronne de ce roi vacille. En Égypte, au Soudan, quelques revers lui ont coûté
Des centaines de millions de dollars. Et maintenant, c'est la catastrophe avec cette affaire Marcos. Les États-Unis reprochent à Adnan Khashoggi d'avoir servi de prête-nom à Ferdinand Marcos. Pour dissimuler une partie de sa fortune, l'ancien dictateur philippin aurait proposé à Khashoggi de lui racheter ses immeubles new-yorkais et surtout d'acquérir une fabuleuse collection de tableaux d'une valeur de plus de 30 millions de francs. Une douzaine d'œuvres signées El Greco, Rubens ou encore Zurbarán, des toiles qui appartenaient en fait à l'État philippin et non à son ancien chef. Khashoggi ne pouvait l'ignorer, c'est lui qui s'est chargé de les transporter et de les dissimuler en France. De fait, c'est ici, à Paris, qu'elles ont été retrouvées il y a 2 ans, dans cette société de gardiennage. Aujourd'hui, elles constituent l'une des principales pièces à conviction dans le dossier instruit par la justice américaine contre Ferdinand Marcos et son homme de paille, Adnan Khashoggi. Le fait que Khashoggi soit sous le coup d'une inculpation et même qu'il ait été arrêté ne signifie certainement pas qu'il a perdu son combat, mais il est peut-être sûrement sur une mauvaise pente. Et peut-être Khashoggi sera-t-il extradé vers les États-Unis. À Washington, en tout cas, on connaît fort bien le milliardaire saoudien. Il était au centre du scandale Irangate, mais les Américains ne semblent pas redouter d'éventuelles révélations sur le compromettant dossier. Certains Saoudiens, en tout cas, gardent le sens de la grandeur. Le prince Bandar Ben Sultan Ben Abdelaziz, qui est par ailleurs l'ambassadeur de son pays aux États-Unis, a déposé un permis de construire pour une résidence secondaire dans le Colorado, surface 13 000 mètres carrés. Vous avez bien entendu, 13 000 mètres carrés, c'est plus grand que l'aéroport du coin, pour quelques 300 millions de francs, 13 suites, 4 salons, un supermarché, des maisons pour les invités et j'en passe. Situation à la fois tendue et floue en Corse ce soir. Les syndicats ont manifesté ce matin à Ajaccio et à Bastia, tandis qu'à Paris, le Premier ministre recevait les hauts fonctionnaires chargés d'organiser les tables rondes sur les problèmes de l'île. L'un d'eux, Michel Prada, doit s'y rendre sans avoir toutefois mandat de reprendre la négociation suspendue depuis 8 jours. À Bastia, les syndicats ont désavoué la tentative d'attentat ou de prise d'otage qui a eu lieu tôt ce matin à la préfecture. Christophe Martet. Ils sont quelques centaines dans les rues de Bastia, les grévistes rassemblés pour une manifestation devenue rituelle après 9 semaines de conflit. Pourtant, le fait du jour avait lieu à Paris où Michel Rocard recevait les fonctionnaires chargés d'organiser les tables rondes. Et il y a quelques instants sur FR3, Michel Prada a mis les points sur les i. Les tables rondes ne seront pas le lieu d'une nouvelle négociation avec les organisations syndicales. Le Premier ministre a pris des décisions tout à fait explicites et tout à fait claires. Et par conséquent, je ne vois pas comment nous pourrions revenir sur les décisions du gouvernement en la matière. Des propos qui, selon les syndicats, ne vont pas dans le sens de la décrispation. On se demande si cette prise de position est une fin de non-recevoir à notre proposition de négociation. Si tel était le cas, je crois que le gouvernement porterait une lourde responsabilité dans l'évolution de la situation, alors que la Corse vit des moments dramatique. Ici, toute la journée, on a surtout commenté la tentative d'attentat à la préfecture même. 2 individus masqués ont pénétré ce matin dans le bâtiment pour y poser un engin explosif. Dans leur fuite, ils ont blessé le policier de garde. L'enquête se dirige vers une tentative d'enlèvement du préfet lui-même. On a en effet retrouvé sur place 2 bouteilles de gaz ainsi que des menottes, de l'éther et du sparadrap. Un nouveau rebondissement dans le conflit alors que l'effervescence gagne à nouveau les marins-pêcheurs. Ces derniers ont ainsi menacé de bloquer le port de Bastia dès demain soir si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. À Paris, la CGT avait rassemblé quelques milliers de personnes pour soutenir les grévistes. Henri Krasuki a dénoncé à cette occasion, je le cite, la morgue et l'intransigeance du gouvernement. Il y a trop de fonctionnaires, il faut stabiliser les effectifs de l'État au nom de la rigueur budgétaire et du renouveau du service public. Tel est en substance le message adressé par Michel Rocard à ses ministres. Il leur demande de réduire leurs effectifs de 1,5%, sauf à l'éducation nationale et à la recherche. Dans certaines administrations, bien sûr, les syndicats disent déjà leur inquiétude. Elisabeth Esley. Aujourd'hui, l'administration compte environ 50 000 fonctionnaires de moins qu'en 1983. Depuis 6 ans, on a réduit progressivement les effectifs pour aboutir cette année à une quasi-stabilité, mais ça ne va pas durer.
L'an prochain, pour compenser les 10 000 créations d'emplois prévues dans l'éducation nationale et 2 000 autres dans la recherche, le gouvernement veut réduire d'environ 1,5% les effectifs dans les autres administrations, défense et PTT devant être les plus touchés. En fait, on ne remplacera qu'un départ à la retraite sur 2. Pourra-t-on atteindre l'objectif sans remettre en cause la vocation de certains services publics? Aux impôts, 85 000 fonctionnaires, on tire la sonnette d'alarme. C'est vrai que pour l'instant, l'essentiel du travail paraît fait, mais il faut voir qu'on fait vraiment que l'essentiel. Hein, on traite, je dirais, les gros flux sans se préoccuper de l'environnement immédiat. Et à terme, ça peut entraîner des catastrophes, y compris pour la rentrée fiscale, pour la rentrée budgétaire. La pléthore dans l'administration ne serait qu'une image d'Épinal? Dans tous les cas, pour mieux faire passer la pilule de la rigueur, Michel Rocard promet à ses ministres davantage d'autonomie. À chacun maintenant de faire ses propositions avant le 27 avril, puis M. Bérégovoy arbitrera. Examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans une relative indifférence du projet de loi qui renforce les pouvoirs de la COB, la Commission des opérations en bourse. On en avait beaucoup parlé, vous vous en souvenez, en janvier dernier, au moment des affaires Péchinet et Société Générale. Pas de démocratie sans progrès économique. En Pologne, Lech Wałęsa tient déjà le langage d'un homme et d'un mouvement associé désormais à la gestion des affaires de son pays. Il l'a dit ce matin à Roland Dumas, qui prépare à Varsovie la prochaine visite du président français. Cet après-midi, pour la première fois depuis 1981 et après tant de combats, le général Jaruzelski et Wałęsa se sont rencontrés dans une salle du Parlement polonais. Jérôme Bonny. Les montagnes ne se rencontrent jamais, en revanche les hommes finissent toujours par se rencontrer, dit le général Jaruzelski. J'espère que cette fois-ci, nous ne nous séparerons pas, répond Lech Wałęsa. Premier mot, échangé après 8 ans d'un combat acharné. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis le 4 novembre 1981, un mois avant l'état d'urgence et l'arrestation du syndicaliste. Aujourd'hui, derrière les sourires convenus, il y a l'inquiétude face à deux destins liés aux commandes d'une Pologne dans l'impasse économique. Tous deux ont travaillé face à face dans la première réunion de la commission de concertation, chargée de veiller à la bonne application des accords pouvoir-opposition. Au lendemain de la relégalisation de Solidarité, les messages de sympathie affluent de partout dans le monde. À Détroit, George Bush vient d'annoncer une aide d'1 milliard de dollars, l'équivalent du 10e des exportations polonaises pour 88. Les bonnes fées se bousculent autour du berceau du syndicat légal Solidarité, mais le marathon de Wałęsa, à peine sorti d'une pneumonie, ne fait que commencer. Pour les Polonais aussi, l'ambiance et la réalité changent. Ils peuvent désormais, sans se dissimuler, afficher leur soif d'information, de nouvelles, de discussion. C'est ce qu'a constaté à Varsovie Jacques Merlino. En dépit de la formidable accélération de la réforme, les Polonais n'ont pas totalement perdu les habitudes de la clandestinité. Hier soir, par exemple, ils étaient plusieurs centaines à se regrouper dans les caves d'une église pour suivre ce qu'ils appellent la gazette parlante. Une fois par semaine, ici, des journalistes livrent toutes les informations en leur possession et débattent avec le public. Ce soir-là, le thème retenu était la situation dans les autres pays de l'Est. Car, et c'est un fait nouveau, les Polonais souhaitent que leur avancée profite également à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie ou à la RDA. À quelques centaines de mètres de là, un petit groupe de militants mettait la dernière main à leur journal clandestin. Un ordinateur domestique, tous les textes sur une disquette et l'impression dans un lieu secret, avec un tirage de 80 000 exemplaires. Leur problème aujourd'hui est de savoir s'ils ont assez confiance pour cesser d'être clandestins. Malgré les difficultés, nous avons réussi à diffuser ce journal pendant 7 années. Si nous apparaissons au grand jour, serons-nous toujours en sécurité? À l'université, c'est la même agitation et la même interrogation. La machine à photocopier tourne sans arrêt. Et les caricatures expriment bien le sentiment général, comme ce dessin de Jaruzelski et de Lech Wałęsa en jeunes mariés, avec en légende un mariage de raison. Là aussi, on se demande si on peut avoir confiance. On ne peut pas dire que nous n'avons rien obtenu à la table ronde, mais nous ne pouvons pas dire en même temps que nous sommes satisfaits. À 400 km de Varsovie, dans la ville qui vit la naissance de Solidarność, la confiance semble plus grande.
Avant même que le syndicat n'ait été autorisé, on inscrivait à tour de bras les nouveaux militants. Notre section syndicale fonctionne désormais de façon légale. Nous avons présenté notre programme à la direction et nous avons maintenant accès à la radio et à l'imprimerie. En ce moment, nous sommes venus rattacher notre syndicat à Solidarité. Sur le marché de Gdansk, le climat, là aussi, semble plus détendu. Les étalages sont bien approvisionnés, les fruits et légumes sont de belle qualité et l'on ne se plaint que des prix qui grimpent au rythme d'une inflation de 100% l'an. Le véritable problème d'alimentation reste la viande. Elle est encore rationnée et les files d'attente sont longues pour avoir accès aux magasins d'État. Mardi prochain, il n'y aura plus de tickets, mais les prix vont augmenter. La saucisse, la viande, vaudra plus de 5000 zlotys kilo, ce qui est très cher. C'est que dans les campagnes, bien des progrès restent encore à faire. À côté de rares tracteurs, les chevaux sont bien souvent à la peine et les agriculteurs semblent bien sceptiques sur les possibilités d'une amélioration rapide. Les accords ne vont pas changer grand-chose. Même si nos prix augmentent, nous ne pourrons pas en profiter, car les prix des machines et des tracteurs monteront aussi. Curieusement, dans cette nouvelle Pologne, ce sont peut-être les anciennes classes dirigeantes, celles d'avant la guerre, qui semblent le plus enthousiastes. Dans ce salon où se réunit la fine fleur de l'aristocratie, on ne tarit pas d'éloges sur Lech Walesa. Je l'adore, tout à fait, je l'adore. Je trouve qu'il a un grand talent politique et qu'il dit toujours la vérité, qu'il trouve les mots, les meilleurs mots, ce qu'on peut trouver. En tout cas, tout le monde ici est persuadé que la partie va se jouer extrêmement rapidement et qu'elle ne peut être gagnée sans une aide économique importante venant de l'Ouest. La finale de la Coupe d'Angleterre de football, qui doit avoir lieu le 20 mai prochain, sera dédiée à la mémoire des morts de Sheffield. C'est bien le moins. Les dirigeants du club de Liverpool ont, de leur côté, demandé 8 jours de plus pour décider de leur participation à la demi-finale, annulée samedi dernier par le drame qui aura fait finalement 95 victimes. Les supporters qu'a rencontré Agnès Poirier sont amers et partagés. Le stade de Liverpool, c'est le cœur de la ville qui bat ici depuis 3 jours. Les supporters de Liverpool United et d'Everton, les deux clubs ennemis de la ville, marchent ensemble en silence. Les mots de Jacques Georges les ont blessés et ont réveillé les souvenirs du Hazel. À nouveau, ils se sentent accusés. Jack George needs to think before he starts to speak. Jacques Georges a besoin de réfléchir avant de commencer à parler. J'ai entendu dire qu'il s'excusait, mais c'est un petit peu tard maintenant. Mon fils est mort, écrasé. Je ne pardonnerai jamais à cet homme ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Il n'y a personne de meilleur au monde que les gens de Liverpool. Vous pouvez écrire ça dans vos journaux. Vous pouvez me dire ce qu'il se passe ici? Voilà ce que c'est que d'aimer une équipe. On n'est pas des bêtes sauvages, on est des supporters. Trop de tension, trop de colère, un policier nous demande de quitter le stade. Les habitants de Liverpool attendent maintenant que le match de samedi soit rejoué et que Liverpool aille en finale. Ils comprennent que les joueurs n'aient pas très envie de gagner ce match, mais il le faut, disent-ils, pour tous ceux qui sont morts. J'ai réagi peut-être trop violemment, dit maintenant Jacques Georges, le président de l'UEFA, que la presse britannique populaire traite de sale petit franchouillard. Le football a aussi tué en Union soviétique. C'était il y a 7 ans. C'est une révélation d'un journal sportif soviétique. Une centaine de supporters étaient morts lors d'un match à Moscou, comptant pour la Coupe de l'UEFA. On n'en avait rien su. Sous Brejnev, la presse soviétique n'avait pas droit aux faits divers. L'expression paraît suspecte tant elle a servi sans toujours remplir ses promesses, mais c'est bien le contrat du siècle qu'une société irlandaise a annoncé aujourd'hui. 308 avions commandés à divers constructeurs dont Airbus. La société peu connue est pourtant le numéro 1 mondial de location-vente d'avions. Nicolas Jacobs. Il faut bien chercher, aller jusqu'à Shannon en Irlande pour trouver Guinness, Pitt Aviation et ses capitaux nord-américains et japonais. Aucun avion ne porte ses couleurs, GPA fait de la location. Une activité florissante qui lui permet de commander d'un coup 182 Boeing, 72 McDonnell Douglas et 54 Airbus. Plus de 100 milliards de francs,
Un achat colossal que ses dirigeants estiment pourtant raisonnable. Nos prévisions sont prudentes. Nous tablons sur une croissance du trafic de 6% l'an pour les 12 prochaines années. En fait, le marché aéronautique explose littéralement. Il y a de plus en plus de passagers et les 9000 avions en circulation ne suffisent plus. D'autre part, certains, on l'a malheureusement vu, sont trop vieux. Résultat, les compagnies s'arrachent les avions qui sortent des chaînes. La pénurie est générale, faisant ainsi la fortune des loueurs comme GPA. Et tout le monde achète avec frénésie. Des compagnies comme JPA se mettant à passer les commandes de façon assez importante, les compagnies aériennes se sentent un peu obligées de suivre, se disant que si elles ont besoin d'appareils à l'horizon 90 ou 92, et si elles ne le commandent pas immédiatement, elles risquent de ne pas en avoir. Les constructeurs, eux, peuvent se frotter les mains, les prix flambent. McDonnell Douglas, par exemple, a doublé le prix d'un de ses appareils en 4 ans. Et chacun s'efforce d'augmenter la production, mais inexorablement les délais s'allongent. Un Airbus A320 commandé aujourd'hui ne sera livré que fin 95. 4000 emplois créés par la marée noire de l'Alaska. Exxon vient d'annoncer une opération de grande envergure pour nettoyer la côte saccagée par le naufrage du Valdez. Jacques Abouchard. Le nettoyage artisanal, pierre par pierre, galet par galet du littoral pollué au sud de l'Alaska est certes la méthode la plus efficace, mais il y faudrait des années pour effacer les traces de la marée noire provoquée par l'accident du pétrolier Exxon Valdez le 24 mars dernier. Alors on est passé aujourd'hui à la phase industrielle, avec l'usage de jets d'eau sous pression à 40 degrés, d'ailleurs fortement contesté par les spécialistes de l'environnement. Les opérations en cours consistent également à écrémer et pomper le pétrole de la surface de l'eau. Exxon veut intensifier son effort en recrutant 4000 personnes pour nettoyer les 500 km de côtes polluées, dont une centaine sont sévèrement touchées. Tout devra être terminé fin août, avant l'arrivée de l'hiver. L'amiral Yost, patron des gardes-côtes, envoyé sur place par George Bush, s'est déclaré optimiste dans un premier temps, tout en faisant des réserves. Après une tournée à travers la baie, l'amiral a déclaré que ce sera une tâche dure, ingrate, mais c'est jouable. Elle va nécessiter des moyens considérables avec la mobilisation de 195 navires et barges de tout modèle. C'est le prix à payer pour sauver la faune, alors que des cadavres d'oiseaux ont été recueillis à 300 km du lieu de l'accident. Ils étaient plus de 10 000 aujourd'hui à Pékin sur la place Tiananmen. Ils réclament de leurs dirigeants plus de transparence. Ils réclament aussi la réhabilitation de Hu Yaobang, l'ancien chef du parti communiste chinois limogé il y a 2 ans et mort samedi dernier. Éric Perrin. Plusieurs milliers d'étudiants chinois dans les rues de Pékin et de Shanghai. Les manifestants tenaient à rendre hommage à l'ancien chef du PC chinois décédé samedi, Hu Yaobang, tombé en disgrâce pour sa politique réformatrice. Ces marches spontanées ont pris petit à petit une tournure plus politique, avec des slogans tels que « Vive la démocratie » ou « Abat la dictature ». Ces mouvements d'étudiants sont les plus importants depuis ceux de 1986. Violente manifestation à Ma'an, dans le sud de la Jordanie, contre la cherté de la vie. 2000 personnes se sont opposées aux forces de l'ordre à la suite de l'annonce samedi dernier de l'augmentation des prix de certains produits. Ces mesures font partie du plan d'austérité présenté au FMI par le gouvernement. Les manifestants s'en sont pris au Premier ministre Zeid Rifai sans mettre en cause directement le roi Hussein de Jordanie. Le plus petit État de la CEE célèbre, avec un jour d'avance, ses 150 ans d'indépendance en présence de nombreuses personnalités étrangères. Le 19 avril 1839 naissait officiellement à Londres le Grand-Duché du Luxembourg. Aujourd'hui, les 340 000 habitants jouissent du plus haut niveau de vie de toute la communauté européenne et le chômage n'est que de 1,5%. En dépit de cette commémoration, les Luxembourgeois ont travaillé normalement, ils n'ont pas eu droit à un jour férié. Il n'a pas 30 ans, il est handicapé à vie depuis son service militaire. Il avait eu le ventre et les jambes criblés de balles lors d'un exercice de tir. Et il se bat depuis 8 ans pour obtenir une indemnisation que l'armée lui refuse. Pascal Deschamps, Christian Autin. Bruno Jardelot ne marchera jamais plus comme avant ce 27 mars 81 où il participait à un exercice de tir derrière les murs de ce centre près de Soissons. Soudain sa mitrailleuse s'enraye, un officier commence à la démonter et c'est le drame. L'arme est devenue folle.
c'était diabolique. L'arme a fait des bonds de près d'1,50 m et j'ai été touché à bout portant. J'ai vu les balles, le canon cracher les balles à près de 50 cm de moi. C'était l'horreur. Et ça a changé ma vie, ça l'a cassé au niveau professionnel, au niveau de mes rapports avec les gens. J'ai perdu de l'assurance. Je me sens un peu meurtri, quoi, finalement, et un peu révolté également. Après 4 ans d'hôpital, il lui reste 65% d'invalidité. Aujourd'hui, sans travail, il fait un stage d'informatique pour trouver un emploi assis. Mais la bataille juridique continue. Sa plainte a d'abord été enterrée par le parquet qui, en matière militaire, est le seul à pouvoir ouvrir une information. Jardelot devra se contenter d'une pension de 3 000 francs par mois. En 1983, une loi oblige l'armée à indemniser décemment les accidents. Un tribunal la condamne alors à verser 600 000 francs au jeune homme. Mais l'État se défile, cette loi ne doit pas s'appliquer aux accidents antérieurs. Aujourd'hui, c'est l'impasse. Nous avons donc décidé de saisir la Cour européenne de Strasbourg, dans la mesure où nous n'avons pas la possibilité d'aller au pénal en demandant une information pour savoir comment ça s'est passé, et que les tribunaux administratifs et le Conseil d'État nous répondent qu'il n'y aura pas de réparation dans les termes du droit commun, c'est-à-dire comme si ce jeune garçon avait été accidenté dans la rue. Le ministère de la Défense a promis de revoir l'affaire. La Cour européenne, elle, ne statuera pas avant plusieurs années, mais Bruno Jardelot a l'habitude d'attendre. Signature aujourd'hui du contrat de retransmission des Jeux Olympiques d'Albertville qui auront lieu en 92. Les présidents de l'audiovisuel public et le comité d'organisation des Jeux ont officialisé leur accord qui permettra donc à Antenne 2 de filmer pour vous et de retransmettre toutes les épreuves. Jean Mamère. Moment important ce matin pour notre chaîne et tout le service public que cette signature. Désormais, Antenne 2, FR3 et France Inter sont officiellement chargés de faire de ces Jeux Olympiques de 1992 une vraie fête. Pour cela, d'énormes moyens vont être mis en œuvre. 23 cars vidéo, 156 caméras, 300 magnétoscopes, 550 cabines de commentateurs, le tout coordonné par 1200 personnes réunies au centre de presse situé à Moutier. Via satellite et fibre optique, c'est toute une technique de pointe mise au service de cet événement. Ainsi, le service public, associé à France Télécom et en collaboration avec la SFP et TDF, relaiera 150 heures de programme depuis les 12 sites olympiques. Chaque épreuve sera retransmise, un peu plus même, si l'on prend l'exemple de la descente. 25 caméras sur le parcours, une presque tous les 100 mètres du jamais vu. Un effort tout particulier devait être fait. Voilà un quart de siècle que la France attendait à nouveau de voir briller la flamme olympique. Mes nuits sont plus belles que vos jours. Le joli titre du roman de Raphaël Biédou est devenu celui d'un film qui sort demain. Un film signé Zulawski avec Sophie Marceau et Jacques Dutronc. Nicole Cornu-Langlois l'a déjà vu. Avec ce regard rieur, cette bouche boudeuse, ce visage lisse, cette jeunesse insolente et triomphante, comment Sophie Marceau est-elle devenue blanche, héroïne pathétique d'un amour fou, vedette de la voyance dans un cabaret? Douleur, pudeur, candeur, fureur, toute une gamme d'émotions violentes. Difficile de sortir indemne d'une telle épreuve. Amusant justement quand on est comédien, acteur, c'est d'approcher des moments rares, et c'est ce qui m'est arrivé pendant toutes ces scènes. Mais c'est vrai que ça vous laisse pas étranger et froid. Il y a quelque chose qui vous reste de ça. Mais ce qui vous reste de ça, c'est ce que vous aviez déjà en vous. C'est une bonne thérapie en tout cas. Je crois que ça fait plus de bien que de mal. Je voudrais que vous me donniez la main. La main. Un film poétique, romantique et magique, comme La Passion. Vous dites un tout le temps? Parce que je vais dire quoi? Pas un ni deux, rien, rien. Non, moi je dis plus rien. Ce qu'ils avaient à vivre, ce qu'on avait à vivre chaque jour sur le tournage, c'est des choses qui me sont restées parce que ce sont des choses qui m'ont appris. Qui m'ont appris des tas de choses sur la vie, sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour, sur la vie, sur la mort. Et ça, c'est formidable qu'un film vous fasse évoluer et pas stagner. Rien vouloir. Et rien devoir. Rien faire. Mais
C'est du temps de demain dont Sophie Davant vous parlera dans un instant. Les toutes dernières informations de la journée avec Henri Sagnier vers 23h30. Demain, comme tous les matins de la semaine, rendez-vous à partir de 6h45 avec Roger Isabelle. Et l'invité de Gérard Morin aux 4 vérités sera le patron de Renault, Raymond Lévy, qui parlera entre autres des assises mondiales de l'automobile et de la sortie de la Renault 19. Voilà, très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.